La marge de sécurité, c'est la marge de manœuvre. Par exemple, si tu achètes un bien immobilier moins cher que ce qu'il vaut, tu es peut-être même en capacité, si tu es capable d'obtenir une décote qui est suffisamment importante, de l'acheter même sans le visiter, parce que ça peut prendre en compte certains aléas que tu n'avais pas forcément prévus. Et donc tu peux avoir une capacité à prendre des deals rapidement qui soient énormes, là où des personnes mettraient des semaines avant de se décider. Tu vois, tu vas voir le vendeur, ok, vous le vendez tel prix, vous vendez 150 000, moi ça sera 100 000, mais sans condition suspensive de financement. Regardez, j'ai l'argent sur mon compte bancaire, donc il n'y aura pas de problème. On passe demain chez le notaire. Bon, ça passe jamais comme ça, mais voilà un petit peu l'idée, quoi. Oui, tu coupes dans des conditions, c'est quand même pas mal. Disons que c'est un achat ou une vente pour le propriétaire, qui est rassurante, parce qu'il n'y a pas de conditions suspensives, etc. par exemple. Mais je pense que ce qui sous-tend la marge de sécurité, c'est qu'on peut prendre des décisions de manière impulsive, soit quand on est au pic, soit quand on est au down. Et souvent, les deux, c'est des mauvaises décisions. Tu vois. En investissement, par exemple, on dit que tu dois ni vendre quand tu as peur, ni acheter parce que tu as peur de rater l'opportunité, ce qu'on appelle le FOMO. Tu vois. Si tu es agi par tes émotions, du coup, tu fais des conneries. Et l'idée, c'est d'y aller doucement, précautionneux dans les deals qu'on fait à chaque fois. Tu vois, par exemple, quand je t'ai proposé de travailler ensemble, je t'ai proposé une rémunération pour laquelle je savais que j'étais prêt à faire cet engagement-là. Si jamais c'était juste un peu nul et que ça mettait du temps à arriver, de me dire allez on coupe, tu vois. Non, je préfère être plutôt précautionneux, on y va doucement, tu vois. Et d'ailleurs on est allé assez doucement puisqu'on a travaillé ensemble d'abord pendant 2 ans de manière beaucoup plus légère, tu vois. On travaille ensemble une fois par semaine. Et là on a un rythme plutôt de entre guillemets 2 fois et demi, 2 fois et demi par semaine, quoi. Est-ce que ça fait sens? Oui, tout à fait. Ouais, ça fait sens. Ouais. Et du coup, tu vois, quand tu adoptes ce principe-là de la marge de sécurité, c'est que tu renvoies quand même une certaine confiance, une certaine stabilité. On se dit pas, tiens, le mec il change d'avis tout le temps, c'est une girouette, etc. T'es plutôt vu comme quelqu'un d'assez fiable, d'assez posé, sur lequel on peut faire confiance, tu vois. Et donc quand tu prends une décision, quand tu dis quelque chose, etc., c'est considéré avec poids, justement pour ces raisons-là. Donc cette confiance offre une marge de manœuvre parce qu'il y a une synergie qui se crée et donc ça démultiplie le potentiel de l'interaction. Est-ce que ça t'a évoqué quelque chose que tu fais de manière implicite, cette question de la marge de sécurité dans un domaine? J'aime bien ce principe de ne pas être au taquet au niveau de l'énergie parce que par expérience, quand je ne l'ai pas fait, eh bien, oui, je me suis retrouvée justement en espèce de burn-out. Et donc maintenant, le fait de prendre son temps, c'est justement, on voit arriver les choses, si jamais il y a un souci. Puis d'ailleurs, elle n'arrive pas souvent, puisque justement, l'idée de gérer son énergie, c'est de pas se retrouver la tête dans le mur, quoi. Donc ça, ouais, c'est quelque chose qui me parle bien. C'est pas donné à tout le monde de pratiquer la marge de sécurité. Que ce soit dans l'investissement, dans le travail avec l'associé, en couple, avec soi-même, ça demande quand même une certaine rigueur. Celui qui veut beaucoup, celui qui se satisfait de rien, il peut pas jouer ce jeu-là. Dans notre précédent échange, on parlait des niveaux de richesse, on parlait de l'avarice, de la prudence au niveau financier. La question sur ses propres dépenses, sur l'épargne qui est investie, il y a cette idée de marge de sécurité aussi qui est appliquée à soi, tu vois. Il y a quand même un travail sur son désir d'abandon, une dissolution du désir, puisqu'on n'est pas dans le sacrifice. On n'est pas dans la concession. Là, il y a une délibération avec soi de sa propre cité pour œuvrer à son propre intérêt général. En fait, quand tu réfléchis une seconde, ce principe-là, il pourrait s'appliquer vraiment à plein de situations. Là, vraiment, tu as donné les cas de figure qui sont les plus importants pour notre réflexion. Toi qui t'y connais bien en histoire de la philo, est-ce qu'il n'y a pas un côté, au-delà de l'épicurisme, le travail sur le désir, etc., est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté stoïque, tu vois, le côté... Est-ce que ça parle? Est-ce que tu peux le paraphraser, le lien avec le stoïcisme? Alors, il y a cette idée, en effet, d'être assez régulier, d'avoir une tranquillité en toutes circonstances. Et il y a l'autre aspect aussi, de ne pas chercher à contrôler des choses qui ne sont pas dans notre contrôle. Et donc, l'image vraiment classique du stoïcisme, c'est quand tu vas à la piscine, au bain public, comme il disait, attends-toi à être mouillé. Cherche pas à ne pas être mouillé, à rester sec des jusqu'à la fin. C'est pas possible. En fonction de certaines situations, tu vas avoir certaines circonstances qui vont découler presque logiquement. Donc, faut pas être surpris. Et ensuite, si tu veux pas être dans ces situations-là, eh bien, évite-les. Troisième aspect, donc, c'est que ne cherche pas à ne pas avoir ces conséquences-là, puisqu'elles sont inhérentes à la situation.
J'ai un autre exemple de marge de sécurité. Je pense que ce qui est central, c'est cette idée de ne pas prendre des décisions sur les creux et sur les pics de la vague. Donc là, on parle d'émotions. Moi, par exemple, je m'impose de si je suis énervé ou si je suis trop euphorique, de ne pas prendre de décision. Par exemple, c'est par rapport à l'expatriation. T'as énormément de personnes qui sont en mode oui, la France c'est nul, etc. Alors oui, les impôts, l'insécurité, machin, qui partent. Puis après leur nouveau pays, ah c'est génial, Dubaï, la Roumanie, l'Estonie c'est incroyable, etc. Au bout de 6 mois, ils commencent un peu à déchanter, à se dire ah, putain c'est chiant, machin, etc. Et au bout d'un mois à 2, ah c'est horrible le pays, nanana, etc. Moi tu vois la Roumanie, depuis que j'y suis ici, j'étais constant, j'ai pas eu de crise existentielle en me disant oui le pays est extraordinaire et après 6 mois après, non c'est horrible, etc. Tu vois. Et je vois des gens, tu vois, autour de moi, qu'on ces sauts d'humeur, tu vois, en ayant ce principe de la marge de sécurité, de la tempérance face aux décisions. Comment tu l'as appliqué cette marge de sécurité pour éviter, parce qu'il y a quand même un phénomène qui est assez classique, le phénomène du mal du pays. Il y a un moment donné, au bout d'un moment, quand on vit à l'étranger, on a envie de revenir à ce qui est familier. Très peu de personnes arrivent à échapper à ça. Toi, quelle est ta marge de sécurité? Alors déjà, c'était plutôt en amont que sur le mal du pays d'abord. C'était plutôt en amont de venir, tu vois. Alors je suis venu plusieurs fois, j'ai fait 3 séjours avant de prendre la décision. En fait, entre le moment où j'ai pris la décision de m'expatrier et le déménagement effectif, il y a eu 6 mois parce que j'avais des engagements, mais aussi parce que je voulais me laisser le temps de mûrir la décision, tu vois. J'avais déjà pris la décision, j'avais déjà coupé tout un tas d'obligations que j'avais en Suisse, mais je me suis laissé le temps de pas y aller, voilà, ça y est, je prends le billet, etc. Je coupe tout, etc. Donc déjà, j'avais fait ce travail en amont. Je m'attendais à être mouillé, tu vois, je m'attendais pas à ce que ça soit la solution à tous mes problèmes, etc. J'essaie un peu de me renseigner sur les côtés négatifs et de me dire est-ce que c'est des choses que je peux accepter comparé aux avantages, est-ce que finalement le deal, tu vois, parce que t'as toujours, quand tu fais un deal, t'as toujours des aspects positifs, des aspects négatifs, est-ce que t'es plutôt gagnant ou pas, tu vois. Et c'est vrai que il y a des choses qu'on m'avait dit, je les ai vécues après et c'était pas comme on me l'avait dit, mais je les avais déjà dessinées, tu vois, dans ma tête. C'était pas non plus sortir de nulle part ex nihilo, je découvre le poteau rose et le pays c'est horrible. Après sur le mal du pays, c'est quelque chose de différent et je pense que ça mériterait une vidéo à part. On peut continuer là-dessus, mais je pense que ça mériterait une vidéo à part, le mal du pays. Je note.